Je ne crois pas qu'il change la donne, pour être honnête. Je crois que c'est une nouvelle tentative et il faut en remercier les autorités algériennes. Mais ça n'est pas la première et sans doute pas la dernière. Il y a quand même aujourd'hui un fossé très profond, notamment entre le Fatah et le Hamas. Je ne vois pas qu'il puisse être comblé aussi rapidement. Et pourtant, vous avez raison, c'est une question très importante. C'est-à-dire que la division palestinienne est un des facteurs qui aide considérablement le projet colonial israélien à se mettre en œuvre, avec ce passage qu'on a senti depuis quelques années de la colonisation à une forme d'annexion rampante, presque officielle avec le plan Trump à l'époque, et puis Netanyahou a préféré signer les accords d'Abraham que d'annexer formellement la Cisjordanie. Donc c'est très important d'arriver à surmonter cette division. Si je pouvais ajouter un mot de commentaire, j'ai l'impression personnellement que le problème est moins entre le Fatah et le Hamas et les autres factions qu'entre toutes ces factions et la population palestinienne. Ce qu'on a vu au printemps de 2021, quand il y a eu ce grand soulèvement de la jeunesse palestinienne de Jérusalem, de Cisjordanie, l'affrontement avec Gaza, la résistance de Gaza, les violences dans les villes mixtes, on a senti que cette révolte palestinienne était dirigée bien sûr contre Israël, mais aussi contre les responsables palestiniens. Et quand Mahmoud Abbas a pris la décision de reporter les élections législatives et présidentielles qui étaient prévues à l'été 2021, on a su qu'il avait provoqué une colère très profonde et elle n'est pas retombée. Je crois que nous nous trouvons dans une situation où, en Cisjordanie, mais aussi d'une certaine manière à Gaza, les deux pouvoirs palestiniens, qui ne peuvent plus se présenter comme des pouvoirs de résistance, qui sont plutôt pour l'un un pouvoir de collaboration, pour l'autre un pouvoir dont on ne sait pas très bien s'il n'est pas aussi de collaboration. Donc il y a une volonté chez les Palestiniens, et ça moi je l'ai senti chaque fois que j'ai été là-bas, de renouveau, de changement du leadership, que ce soit, je le répète, le Hamas ou que ce soit le Fatah. La seule issue, ce sont des élections, à condition évidemment qu'elles soient autorisées par l'occupant. C'est un problème important avec la question du vote à Jérusalem. Et deuxièmement, que les élections soient honnêtes, soient transparentes. Il faudra sûrement des observateurs internationaux pour permettre à la fois d'imposer le scrutin à Israël et d'imposer aux factions palestiniennes le respect du vote des Palestiniens. Moi, ce qui m'avait frappé en 2021, lorsque Mahmoud Abbas, je répète, avait reporté les élections, c'est que 93% des Palestiniens étaient inscrits sur les listes. C'est-à-dire, il y avait une volonté de voter. Et pas voter pour voter, mais voter pour imposer le changement et notamment l'arrivée au pouvoir d'une génération plus jeune que celle de Mahmoud Abbas. Les vieux caciques de l'OLP ont fait leur temps, de toute évidence. Ils appartiennent à un héritage de Yasser Arafat et on ne peut pas dire qu'il les fait fructifier avec beaucoup de bonheur. Donc c'est très important qu'il y ait des élections, mais ça ne suffira pas. Il faut absolument que la communauté internationale s'en mêle. Et vous avez raison, la guerre en Ukraine, avec toutes les horreurs qu'elle charrie du côté russe, la manière dont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité se multiplient, ça a aussi pour conséquence de marginaliser la question palestinienne. J'ai des amis qui disent « Ah oui, mais on ne devrait pas être solidaire des Ukrainiens, il faut revenir à la Palestine. » Non, il faut évidemment être solidaire des Ukrainiens, parce qu'après tout, ce qu'ils défendent, c'est la même chose que ce que défendent les Palestiniens. C'est le droit à l'autodétermination, le droit à l'indépendance, le droit de vivre en paix, en sécurité. Donc moi, je ne dirais pas qu'on parle trop de l'Ukraine, je dirais qu'on ne parle pas assez et pas bien de la Palestine. Écoutez, on pourrait s'en féliciter, comme vous dites, parce que jusqu'ici, en tout cas, la solution que la communauté internationale imagine et que les Palestiniens ont acceptée, pas les Israéliens, c'est celle des deux États. En même temps, Lapid est le roi du double jeu, parce que ce gouvernement, qui se présentait à l'époque en juin 2021 comme un gouvernement du changement, il n'a rien changé pour ce qui concerne la Palestine.
il tue plus qu'aucun gouvernement israélien depuis longtemps. Au jour où nous parlons, aujourd'hui, nous en sommes à 179 Palestiniens assassinés, dont une cinquantaine de jeunes, de mineurs, disons, de moins de 18 ans. Donc c'est quand même une répression d'une violence inouïe. J'ajoute à cela, depuis le 1er janvier de cette année, on a quasiment aujourd'hui un Palestinien tué par jour. Ça, c'est lapide. Alors je veux bien qu'il soit pour les deux États, pour l'instant il est surtout pour une répression sans précédent. Il profite de l'Ukraine, comme toujours les dirigeants israéliens ont profité des situations de crise ou de guerre ailleurs. Je vous rappelle par exemple, pour donner un exemple qui sera peut-être parlant pour vos téléspectateurs, nous avons l'annexion du Golan. Savez-vous quand elle a été décidée par la Knesset? Le lendemain du coup d'État de Jaruzelski en Pologne. Donc, chaque occasion est bonne pour les Israéliens pour profiter de ce qui se passe ailleurs, profiter du malheur du monde pour infliger plus de malheur aux Palestiniens. Je crois que cette politique va avoir le 1er novembre, aux élections, des conséquences catastrophiques parce que, comme disait Le Pen, les électeurs préfèrent l'original à la copie. Donc, quitte à réprimer, on va faire plutôt confiance à l'extrême droite israélienne. Et comme vous le savez sans doute, les sondages prédisent entre 13 et 14 sièges, c'est-à-dire plus de 10% des sièges, à Ben-Gvir et Smotrich, qui sont ce que le professeur Leibowitz, dans son temps, appelait des judéo-nazis.